un centre de relations clients, on s'intéresse d'abord plutôt au contenu qu'au vecteur. Donc on entend aussi parfois parler de centre de contact. Et là, c'est une idée que moi je combats un peu. Ça existe, les centres de contact, c'est gère des contacts. C'est-à-dire qu'un contact, c'est quoi? C'est un appel unique, un contact, c'est tac, et après, plus de contact. La relation, c'est une continuité de contact. La relation client, c'est la relation entre une marque et ses clients par différents vecteurs. On a créé des centres d'appel parce que ça permettait, au lieu d'avoir des gens qui répondaient au téléphone dans tous les endroits de France, d'Europe, etc., on les regroupait et au lieu d'avoir, quand vous mettez une secrétaire standardiste dans une agence de 3 personnes, elle aura un appel de temps en temps, puis après entre 2 appels, elle aura peut-être quelque chose à faire, et puis après, elle aura de nouveau un nouvel appel, etc., etc. On voit bien qu'il y a des discontinuités, et ces discontinuités, ça s'appelle, du point de vue de l'employeur, ça s'appelle un temps mort, c'est-à-dire que la fille est payée alors qu'elle ne rapporte pas. Si on regarde. Donc on voit bien que derrière l'idée de centre d'appel, il y a une idée d'optimisation, de rationalisation des ressources. On peut avoir un double regard sur cette relation à distance, parce qu'elle est à distance et qu'on est moins confortable d'un côté, mais également on peut le voir de manière très positive parce que ça a constitué un surcroît de confort pour quasiment toute la population mondiale, tous ceux qui ont accès à ce genre de services, ceux qui en ont besoin. Voilà, donc on parle de centre, pour ça, de relations clients. Alors, ce n'est pas forcément des clients. Les centres d'appel ou centres de relations clients, ça gère autre chose que des clients. Ça peut aussi gérer des distributeurs, ça peut gérer des salariés, ça peut gérer des partenaires, ça peut gérer des clés. Ce qu'on veut optimiser, c'est d'arriver à avoir le bon nombre de ressources au bon moment. Et qu'est-ce qu'on constate dans un centre d'appel? On y reviendra. C'est qu'un centre d'appel, on constate que la plupart des gens appellent majoritairement au même moment. C'est-à-dire qu'en général, il y a ce qu'on appelle des pics d'activité et qu'il y a des creux d'activité. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant de concentrer. C'est parce que justement, en regroupant les ressources et les appels, les flux d'appels, je peux mieux gérer les choses. Ceci dit, il reste quand même qu'il y a un phénomène très connu qui s'appelle le dos de chameau parce qu'il y a 2 bosses. Et donc, il y a une bosse le matin et une bosse l'après-midi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le bon nombre, si possible, de personnes le matin et l'après-midi, et puis moins de monde, etc. On voit bien tout de suite que ça rend les choses compliquées, parce que si j'ai besoin de 100 personnes à 10 heures et de 20 personnes à 11 heures, ça veut dire que j'ai 80 personnes qui sont venues travailler 1 heure. Donc, toute la problématique des centres de relations clients tourne autour de ça, c'est la bonne allocation de ressources. 1, pour que ça fasse ce que ça doit faire, et 2, pour que ça soit possible tout simplement, parce qu'on est dans l'offre et la demande du point de vue du marché du travail. C'est une activité cyclique. Je vous ai parlé du dos de chameau dans la journée, mais pratiquement chaque secteur d'activité a son cycle. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai pendant un temps court beaucoup plus de monde que le reste de la vie. Alors, souvent on raisonne comme ça, on va en reparler aussi, mais la complexité, c'est pas uniquement d'avoir un nombre suffisant de personnes pour décrocher un téléphone qui n'existe d'ailleurs pas, c'est surtout aussi d'avoir les compétences qui vont avec. Et comment je fais pour avoir des compétences, un mois par an? Tout de suite on voit que c'est pas si simple que ça. Un centre d'appel va gérer une multitude de missions, parce qu'on dit, voilà, c'est Orange, il m'appelle pour me vendre quelque chose, ou Orange me répond quand j'ai un problème avec ma box. Et bien sûr qu'Orange n'a pas qu'un seul produit, et que par rapport à ces box, il n'y a pas qu'une seule problématique. Il y en a énormément. Il y a par exemple des clients dont l'abonnement va arriver à terme, il y a des clients qui ont un ancien modèle, il y a des clients qui sont dans des zones de dégroupage, il y a des clients qui, etc. etc. L'organisation d'un centre de relations clients, ce n'est pas une grande équipe où tout le monde fait la même chose. Quand je reçois des appels, je ne sais pas combien j'en reçois, je ne sais pas à quelle heure, et je ne sais pas quel sujet. Donc imaginez l'organisation d'une plateforme de 100, 200, 300, 400 personnes, et on ne sait pas ni de quoi on va parler, ni à quelle heure, ni ce qu'on dit. J'appelle au sujet de la box, oui, mais pourquoi? Je veux la changer, je ne suis pas content, je veux résilier mon abonnement, je veux avoir plus de débit, je ne comprends pas comment ça marche, etc. La contrainte forte, c'est le fait que c'est synchrone. Au téléphone, pour parler avec quelqu'un, il faut qu'on soit tous les deux au même moment en train de se parler. C'est le seul, à part le présentiel, tous les autres cas sont asynchrones. Je réponds à un mail, entre le moment où je reçois le message et le moment où j'y réponds,
il y a un écart. Et cet écart est peut-être plus ou moins grand. Je reçois un mail aujourd'hui, je vous réponds demain, ou je vous réponds dans la semaine, ou je vous réponds la semaine prochaine. Voilà. Donc on voit bien que j'ai une beaucoup plus grande souplesse, parce qu'au téléphone, soit je vous réponds tout de suite, et on parle tous les deux en même temps, soit on ne se parle pas. Et ça, cette notion de synchronisation, c'est la plus grosse contrainte. Donc on joue avec ça, avec les histoires de fil latent, qui permettent de dire, entre le début de la conversation et le moment où un automate décroche, et le moment où on va réellement se parler, je me donne un petit peu de souplesse. Les marques dépensent de l'argent pour que le consommateur se sente engagé, pour créer une relation de confiance. Bon. Une relation de confiance qui va faire que je vais pouvoir compter sur une plus longue durée de fidélité, une plus grande résistance au fait de changer de fournisseur et le fait d'avoir de meilleures marges parce que je pourrais éventuellement vendre des services en plus, des produits en plus, etc. et vendre à meilleur prix. Il y a des entreprises qui considèrent que la relation client c'est une espèce de mal nécessaire, donc moins ça coûte et mieux ça vaut. C'est pas très valorisant, c'est des gars avec des casques, c'est plutôt des personnes avec des téléphones sur la tête, c'est pas très... Je préfère m'occuper de la pub qui va faire des clips sous les cocotiers, et ça c'est vachement plus sympa, mais prendre des appels téléphoniques, c'est pénible. Et puis il y a des entreprises qui considèrent que c'est là que ça se passe, que c'est une espèce de plaque tournante de l'entreprise, que c'est la zone d'échange de l'avenir, du futur immédiat, avec les consommateurs. Quand j'aurai moins de magasins, plus d'internet, on va en venir tout à l'heure à ça, le call center, ça va être vraiment le poumon, le cœur de l'entreprise. C'est pas, moi je ne suis pas en adéquation avec l'idée de dire on met le client au cœur de l'entreprise et donc le call center c'est forcément au cœur de l'entreprise. Ça c'est une idiotie, mais à mon avis ça n'a aucun sens. Souvent les gens disent oui, non, le call center il est forcément en interne parce que comme c'est gère le client, que le client c'est notre occupation, c'est lui qui nous les livre, donc c'est par conséquent. Ça n'a rien à voir avec ça. Mettre le client au cœur de ses préoccupations, ça veut dire que tout ce que je fais est conditionné par la réaction du client et donc je me préoccupe un peu à l'avance de savoir comment le client va prendre mon offre, mon positionnement, ma culture. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est le PDG qui répond aux appels. C'est insensé. Donc ça dépend forcément, à mon avis, de tout ce qui est proche de la culture de l'entreprise et de l'échange avec le marché. Donc à mon avis, il y a plusieurs interlocuteurs, mais le responsable central, c'est l'homme du marketing, à mon avis. Mais ce n'est pas toujours fait. Il y a de plus en plus des responsables de la relation client, et dans certaines entreprises, le responsable de la relation client fait partie du comité directeur. Donc il fait partie des décideurs importants d'entreprise. Ce n'est pas le cas général aujourd'hui, mais de plus en plus c'est comme ça. La structure d'un centre d'appel. On dit à quoi ça ressemble un centre d'appel, comment c'est organisé, etc. Donc on voit bien que vous avez tous en tête l'essentiel, le maillon important, c'est celui qui est au téléphone. C'est comme ça qu'on se le représente, c'est des gens assis avec un casque, un micro, et puis on a des scripts, on a un ordinateur, etc. Bien sûr, s'il n'y a pas ces gens-là, ça ne s'appelle pas un centre d'appel. Alors pour revenir sur un point de détail, un centre d'appel, c'est quoi? C'est combien de personnes? Est-ce qu'à partir de 2 personnes, ça s'appelle un call center? Ou est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? C'est combien? 10, 5, 2. Il y a la définition. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je peux vous dire oui ou non, tout le monde s'en fiche, mais c'est juste que c'est plutôt dans la manière dont je le vois. Dans une toute petite boîte qui reçoit 5 appels par jour, le call center, ça va être une personne. Mais il peut très bien être équipé, organisé, sa mission, elle correspond à tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Donc c'est pas une question de nombre. C'est vrai qu'un call center d'une seule personne, ça ne fait pas un gros call center. Mais je peux très bien l'avoir équipé pour qu'il puisse recevoir des appels, identifier la personne, lui répondre, le transférer, etc. etc. Donc c'est pas une question de nombre. Alors c'est pas non plus une question d'unicité, parce qu'on s'aperçoit que jusqu'à présent, un call center, c'était un endroit unique. Le concept de call center n'est pas lié à la taille, il est plutôt lié au regard qu'on porte dessus, à la mission qu'on lui attribue et comment il va interagir avec les autres services, etc. etc. Donc ça commence à une personne. C'est pas souvent l'idée qu'on en a. Et puis maintenant, on a des call centers dont une partie des gens travaillent à son domicile, avec d'astreinte, de nuit, en 24/24, 7/7.
plus les call centers seront mondialisés, et plus on aura des gens qui vont travailler en ce qu'on appelle en daytime, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire travailler tout le monde la journée. Et donc c'est-à-dire que ça peut être un Canadien, un Français, qui va répondre quand nous on dort, parce que pour lui c'est la journée, et il va comprendre le français, et on va pouvoir jouer sur les fuseaux horaires. Donc on voit quand même que la notion de call center est en train de se virtualiser. Ça peut être, on ne sait pas forcément qui va répondre à quel appel. On est obligé de mettre en place une organisation qui va être capable de juger en interne de la qualité de ce qui est produit. Et qui va travailler justement, alors la qualité c'est plein de facteurs, la qualité c'est finalement le consommateur qui dit « Merci, c'était super, vraiment vous m'avez bien dépanné, je suis très content ». Ou alors le client qui dit bah, « Si c'est ça, si c'est tout ce que vous pouvez faire pour moi, merci bien ». Et entre les deux, il y a un client satisfait, il y a de la qualité. Alors curieusement, on peut avoir très bien travaillé et que le client ne soit pas satisfait. Quand, par exemple, on a géré pour Epson, le service après-vente d'Epson, quelqu'un vous appelle, alors là j'ai changé d'ordinateur, mon imprimante elle ne marche plus. Ah oui, mais madame, c'est normal, il faut changer de driver. C'est quoi votre ordinateur? C'est tel machin et c'est telle imprimante. Ah bah désolé, c'est une machine qui est trop ancienne, on n'a pas refait le driver pour cette nouvelle machine. Donc mettez-la à la poubelle et allez en acheter une autre. C'est la seule solution. C'est la vérité, on a bien travaillé, on a bien analysé le problème, on a bien répondu, c'était clair, précis, elle a bien compris. Bon, sauf qu'elle n'est pas contente à la sortie. Donc vous voyez, faire de la qualité, c'est pas forcément dire le client était content. Le client il peut être particulièrement mécontent et qu'on ait très bien travaillé. Donc c'est pas comme ça qu'on peut juger. On doit juger par rapport au respect de certaines consignes, de certaines modalités, le respect de la manière de dire les choses désagréables, ça en fait partie. La manière de faire en sorte que le client, en raccrochant, alors qu'on vient de lui annoncer une mauvaise réponse, une mauvaise nouvelle, il va l'accepter et dire écoutez, bon bah tant pis, c'est vrai qu'elle était vieille, j'en ai acheté une autre, c'était le bon moment, de toute façon, vous avez des misères. Alors le client qui dit attendez, j'ai pas fini de vous écrire, vous, le président de la République il a débarqué. Dans notre métier, la grosse tendance, c'est de prendre des intermittents, des stagiaires, des CDD, et puis vraiment, quand on ne peut pas faire autrement, on prend des CDI. Alors après, quand on prend des CDI, on essaie de les prendre à temps partiel, parce que s'ils pouvaient venir que 2 heures, ça serait parfait. Bon. Honnêtement, c'est pas une bonne solution. C'est une solution qui fait qu'on dépense moins d'argent instantanément, mais ça rend les choses impossibles en matière de courbe d'acquisition de la connaissance et de la compétence. Si les gens sont bons tout le temps, ils ne seront jamais excellents. Mais un conseiller clientèle, en 3 mois, il maîtrise la tâche, il est capable de faire la tâche prescrite. C'est-à-dire que ce qui est marqué, il le fait. En revanche, un conseiller clientèle, quel que soit le métier qu'il fait, même si ça a l'air super simple, il fait des progrès pendant 18 mois. C'est-à-dire qu'en 18 mois, il est meilleur qu'à 1 an. Vous voyez? Alors, je dirais que ce n'est pas très étonnant, en réalité. Parce qu'on imagine qu'un maçon, qui a 2 ans d'expérience, c'est un meilleur maçon qu'un maçon qui a qu'un an d'expérience. C'est pas très surprenant, il a rencontré plus de situations, il a eu plus de cas exceptionnels à gérer, donc il est plus averti, plus préparé, etc. Pour les maçons, ils montent des murs. Donc en gros, les situations différentes qu'ils peuvent rencontrer sont moins variées et moins nombreuses que les cas différents que peuvent rencontrer des conseillers qui parlent avec des gens, qui ont des problématiques différentes. Donc c'est pas étonnant que 18 mois plus tard, je continue à faire des progrès dans la manière de traiter quelqu'un qui m'engueule, par exemple. Au départ, je le prends pour moi. Dans les premiers jours, quelqu'un qui dit quelle saloperie ce produit que vous m'avez vendu. Hein. Mais je vous permets pas de me parler comme ça, madame, etc. On a tendance à réagir comme si c'était nous qui parlait. Puis progressivement, il y a la manière de faire comprendre à quelqu'un tout en rondeur qu'il va changer de produit, il va mettre le sien à la poubelle, il va s'en racheter un autre, il va être 8 jours sans produit, tant pis, il s'en passera, etc. Donc il y a des choses très dures à expliquer. Donc il y a des choses qu'un conseiller ordinaire ne va pas réussir à faire, puis après, le très bon, il va y arriver. Et il y a un facteur déterminant dans tout ça, l'humour. C'est un truc qui est très compliqué, parce que gérer de l'humour dans un centre d'appel, c'est à la fois nécessaire, parce qu'on se tire de situations compliquées souvent qu'avec ça. La manière de... Mais dire, voilà, tout d'un coup, je décrète que j'ai 100 personnes qui maîtrisent un humour sensationnel. C'est une illusion, ça n'arrivera jamais. Est-ce que je peux former des gens à avoir de l'humour? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pas forcément impossible non plus.
Parce qu'il y a des circonstances. Et puis après, il y a le danger de l'humour, c'est que je ne vois pas la tête que fait l'autre au téléphone. Donc je ne sais pas comment il va recevoir mon humour. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux me permettre de dire? Jusqu'où je vais trop loin? À partir de quand le gars il envoie une lettre pour recommander au président pour dire attendez, c'est quoi ce gars qui me fait de l'humour alors que j'ai des problèmes énormes, etc. Donc c'est quelque chose de très risqué, très touchy, et en même temps, les excellents conseillers clientèle le font parfaitement. Et c'est en grande partie à ça qu'on reconnaît les vraiment bons. C'est ceux qui maîtrisent la manière d'utiliser l'humour pour résoudre des cas conflictuels. Donc l'émergence du commerce en ligne a complètement conditionné la mission des centres d'appel. Tout ce qui va se passer sur Internet en self-care, c'est des questions qui n'arrivent pas au centre d'appel. A l'inverse, les gens qui vont passer du temps sur Internet, ils seront acquis un niveau d'information très supérieur à ce qui se passait quand ils arrivaient directement dans le call center. Donc le call center va changer de nature et de mission, c'est-à-dire qu'il va devoir avoir des gens beaucoup plus compétents, plus performants, et il va devoir répondre à la volée, sans faire tout recommencer. Donc il faut un bon système d'information qui fasse le lien entre l'Internet et le call center. Et puis il faut des gens qui vont être capables d'être peut-être plus cortiqués, peut-être, pour être capables de vraiment se mettre tout de suite dans la situation qui va bien pour réagir et se comporter comme il faut. La personne qui a passé 20 minutes ou une demi-heure sur Internet, qui n'a pas trouvé son bonheur et qui vous appelle, elle ne s'attend pas à tout repartir à zéro avec un questionnaire de police. Voilà, donc les call centers, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je disais, il va y avoir raréfaction des points de vente, parce que la tendance c'est quoi? Plus 32% de consommation e-business l'an dernier, pour une consommation globale qui a baissé de 1,9%. Ça veut dire qu'il y a transfert. Il y a massif. Hein, c'est un transfert massif des boutiques vers le commerce par Internet. Il prévoit 40% cette année de croissance. Donc ça veut dire que plus ça va aller, moins il y aura de magasins. Et moins il y aura de magasins, moins il y aura de conseils personnalisés. Donc ça, c'est-à-dire que les call centers vont jouer ce rôle de conseil. Bien sûr que c'est plus que des notices. Vous avez raison de dire qu'une grosse partie des choses qui sont faites dans un call center en hotline, le client pourra le lire dans la notice, c'est marqué dedans. Bien sûr, il n'y a pas 36 vérités. Sauf que des fois, la notice, c'est des mots qu'on ne comprend pas, parce que celui qui l'a écrite, pour lui c'était évident, donc il a oublié de dire qu'il fallait avoir fait reset avant, ou je ne sais pas quoi. Et donc vous n'avez pas fait reset, et donc il vous dit ça va faire comme ci, comme ci, comme ça, puis c'est pas du tout comme ça. Puis vous avez un doute, vous ne connaissez pas vraiment bien le terme. En plus, si vous êtes étranger, vous imaginez, vous avez une notice en anglais, et puis vous êtes allemand, vous comprenez un peu l'anglais, mais il y a des moments où vous n'êtes pas super sûr. Et là, vous n'avez pas envie de tout bousiller, donc vous avez là, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez pour avoir quelqu'un qui va vous expliquer. Bien sûr. Mais on est vraiment dans une logique comme ça.